Chapitre 10. Pleine lune. Toute la journée, Mary Poppins avait été pressée. Et quand Mary Poppins était pressée, son humeur en souffrait. Tout ce que faisait Jane était mal fait. Tout ce que faisait Michael était pire. Même les jumeaux ne trouvaient pas grâce à ses yeux. Les deux aînés savaient que, dans ces cas-là, le mieux était d'éviter Mary Poppins le plus possible, et ils s'appliquaient à n'être ni vus ni entendus. « Si seulement on pouvait devenir invisible, » dit Michael, après que Mary Poppins lui eut déclaré que sa seule vue était un spectacle insupportable pour une personne normalement constituée. « Nous le serons si nous nous installons derrière le divan, » dit Jane. « Nous allons nous occuper à compter l'argent de nos tirelires, et elle sera peut-être moins méchante quand elle aura dîné. » Le conseil de Jane fut suivi. 1 pièce de 6 pence et 4 pence font 10 pence, plus un demi-penny et 1 pièce de 3 pence, dit Jane en comptant à toute allure. 4 pence et c'est tout, soupira Michael en mettant toute sa fortune en tas. Tu en as bien assez pour les pauvres, dit Jane en regardant par-dessus la coudoir du divan. Ce n'est pas pour les pauvres, c'est pour moi, dit Michael. Je fais des économies. Pour acheter un avion, je suppose, dit Mary Poppins méprisante. Non, pour acheter un éléphant privé, pour moi tout seul, comme celui qui est au zoo. Je vous laisserai monter dessus, vous aussi, répondit Michael, en regardant Mary Poppins du coin de l'œil, pour voir comment elle prendrait ses ouvertures de paix. Et puis quoi encore ? Demanda Mary Poppins. Mais on voyait bien qu'elle n'était pas aussi fâchée que tout à l'heure. Je me demande, dit Michael d'un air pensif, ce qui se passe au zoo la nuit, quand tout le monde est parti. Si vous pensez trop, vous aurez des rides, dit Mary Poppins d'un ton tranchant. Je n'ai pas dit que je pensais, j'ai dit que je me demandais, rectifia Michael. Vous avez des idées là-dessus, vous ? Demanda-t-il à Mary. Mary Poppins qui ramassait les miettes sur la table à toute vitesse. Encore une question et vous irez au lit, répondit l'aimable personne en commençant à mettre de l'ordre dans la chambre d'enfant avec une telle précipitation que l'on l'aurait prise pour un ouragan coiffé d'un bonnet et vêtu d'un tablier plutôt que pour un être humain. Pas la peine de lui demander. Elle sait tout mais elle ne dit jamais rien, chuchota Jane. À quoi ça sert de savoir si on ne raconte pas ? Grommela Michael, bien doucement, pour que Mary Poppins ne pût pas l'entendre. Jamais Jane et Michael n'avaient été mis au lit aussi vite que ce soir-là. Mary Poppins éteignit la lumière très tôt et partit en toute hâte, comme si toutes les trompes du monde s'étaient liguées pour l'emporter. Elle n'était pas partie depuis longtemps, lorsque les enfants entendirent un chuchotement près de la porte. « Jane et Michael, dépêchez-vous, habillez-vous vite et venez !» Ils sautèrent du lit, tout étonnés. « Viens, » dit Jane, « il se passe quelque chose. » Elle se mit à chercher ses vêtements dans l'obscurité. « Vite !» chuchota la voix inconnue. « Je ne trouve rien !» se lamentait Michael. « Rien que mon béret de marin et une paire de gants. » Il tournait autour de la chambre en ouvrant les tiroirs et en tâtonnant le long des étagères. « Eh bien, mets-les ! Il ne fait pas froid. Arrive !» Jane elle-même avait trouvé en tout et pour tout une brassière de John qu'elle parvint à enfiler. Elle ouvrit la porte. Il n'y avait personne dans le couloir, mais les enfants crurent entendre quelqu'un descendre l'escalier à toute vitesse. Ils suivirent. La personne, ou la chose, courait toujours devant eux. À aucun moment ils n'aperçurent leur guide, mais ils se sentaient constamment attirés dans une direction donnée. Bientôt, ils se trouvèrent dans l'allée,
et leurs pantoufles crissèrent sur le trottoir. « Vite, vite !» sifflait la voix qui paraissait avoir tourné l'angle avant eux. Mais lorsqu'ils furent arrivés, ils ne virent rien. La main dans la main, ils couraient par les rues, par les avenues, sous des arcades, à travers des parcs, et la voix les précédait toujours. Enfin, à bout de souffle, ils s'arrêtèrent devant un mur coupé de tourniquets. « Vous êtes arrivés, » dit la voix. « Où ?» demanda Michael. Pas de réponse. Jane s'avança vers un tourniquet en tirant Michael par la main. « Regarde, » lui dit-elle. « Tu ne reconnais pas ? C'est le zoo. » La pleine lune luisait dans le ciel et Michael put examiner le grillage et même regarder à travers les barreaux. Bien sûr, c'était le zoo. Comment ne l'avait-il pas reconnu plus tôt ? « Comment allons-nous entrer ? » demanda Michael. « Nous n'avons pas d'argent. »« Cela ne fait rien, » dit une grosse voix bourrue. « Les invités entrent gratis ce soir. Poussez le tourniquet. » Jane et Michael obéirent et entrèrent. « Voilà votre billet, » dit la voix bourrue. Et, levant les yeux, ils virent qu'elles appartenaient à un gros ours brun, vêtu d'une veste à boutons de cuivre et coiffé d'une casquette de gardien. Il tenait à la patte 2 billets roses qu'il tendit aux enfants. « Mais d'habitude, c'est nous qui donnons les billets, » dit Jane. « Aujourd'hui, ce n'est pas d'habitude, » dit l'ours en souriant. « Aujourd'hui, c'est moi qui les donne. » Michael le regarda de plus près. « Je vous ai déjà vu, » dit-il à l'ours. « Une fois, je vous ai donné un pot de miel. »« C'est vrai, » dit l'ours. « Et vous avez oublié d'enlever le couvercle. J'ai mis 10 jours à l'ouvrir. Faites attention la prochaine fois. »« Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre cage ? Vous sortez toujours la nuit ?» demanda Michael. « Non, seulement quand l'anniversaire tombe un jour de pleine lune. Mais je vous prie de m'excuser, il faut que je m'occupe de la grille. » L'ours revint à son tourniquet, tandis que Jane et Michael, leurs billets à la main, pénétraient plus avant dans le zoo. La pleine lune éclairait chaque arbre, chaque buisson, chaque fleur, et les cages, elles aussi, étaient parfaitement visibles. « Il doit se passer quelque chose d'important, » remarqua Michael. En effet, des quadrupèdes couraient de tous les côtés dans les allées, quelquefois accompagnés d'oiseaux, quelquefois tout seuls. 2 loups passèrent tout près des enfants, sans cesser de bavarder avec une cigogne qui trottinait entre eux sur la pointe des pieds avec des petits mouvements affectés. Jane et Michael entendirent distinctement que les animaux parlaient de pleine lune et d'anniversaire. Plus loin, 3 chameaux se promenaient de compagnie, et d'un autre côté, un castor discutait avec un vautour américain. Et il sembla aux enfants que le sujet de toutes ces conversations était le même. « L'anniversaire, bon, mais de qui ?» demanda Michael. Jane ne répondit pas. Elle avançait en regardant fixement un étrange spectacle. Du côté de la fosse aux éléphants, un vieux monsieur, très corpulent, marchait à 4 pattes, en portant sur son dos, installés sur 2 sièges attachés avec des courroies, 8 petits singes en promenade. « Mais tout est à l'envers !» s'écria Jane. En passant devant elle, le vieux monsieur lui jeta un regard furibond. « À l'envers, grommela-t-il. Moi, à l'envers ? Sûrement pas. Modérez vos expressions. » Les 8 petits singes éclatèrent d'un rire insolent. « Oh, je ne parlais pas de vous, monsieur, » expliqua Jane, en courant après la monture humaine pour lui faire des excuses. « Je voulais dire tout ce qui se passe ce soir. D'habitude, ce sont les animaux qui portent les hommes, et maintenant, c'est un homme qui porte les animaux. Je ne voulais pas vous froisser. » Mais le vieux monsieur, tout haletant, tout crachotant, prétendit avoir été insulté et s'éloigna au galop, tandis que les singes sur son dos poussaient des cris aigus. Jane vit que ce n'était pas la peine de le suivre. Elle reprit la main de Michael et les enfants continuèrent d'avancer. Ils furent surpris
d'entendre une voix provenant d'un petit lac artificiel, inondé de lune, les apostropher brusquement. « Par ici, vous autres, arrivez! Montrez-moi comment vous savez plonger pour aller chercher une écorce d'orange dont vous n'avez que faire. » La voix irritée appartenait à un petit phoque tout noir qui les considérait d'un œil peu amical. « Allons, allons, plongez vite et venez m'en dire des nouvelles, » reprit-il. « Mais nous ne savons pas nager, » objecta Michael. « Que voulez-vous que j'y fasse ?» demanda le phoque. « Vous auriez dû y penser plus tôt. Personne ne me demande si je sais nager, moi. » À ce moment, un autre phoque émergea de l'eau et parla à l'oreille du premier qui s'écria. « Hein? Quoi? Parle plus fort. » Le second phoque chuchota de nouveau. Jane entendit les mots. Invité d'honneur, les amis d'eux. Le premier phoque parut déçu et bougonna aussitôt poliment. « Ah, bon, toutes mes excuses, savais pas. Ravi de vous connaître. » Il leur tendit sa nageoire et leur serra la main d'assez mauvais gré. À ce moment, quelque chose heurta Jane, et le phoque, pour soulager sa mauvaise humeur, cria « Faites donc attention où vous marchez !» Jane se retourna et sursauta de peur en apercevant un lion gigantesque. Lorsque le lion la vit, il rougit de plaisir. « Oh, je ne savais pas que c'était vous, » déclara-t-il. « Il y a un tel monde ce soir, et j'étais si pressé d'aller voir le repas des humains. Je ne regardais pas sous mes pieds, je regrette. Vous y allez, vous ? Ce n'est pas un spectacle à manquer, vous savez. » « Peut-être, » dit Jane poliment. « Accepteriez-vous de nous montrer le chemin ?» Elle n'était pas très sûre de ses relations avec le lion, encore qu'il eût l'air gentil. « N'importe, pensa-t-elle, tout est sans dessus dessous ce soir. »« J'en serais enchantée, » dit le lion d'un ton quelque peu prétentieux, et il lui offrit le bras. Elle le prit, mais pour plus de sûreté, elle garda Michael à côté d'elle. C'était un petit garçon si rond, si grassouillet, si appétissant, et après tout, les lions sont des lions. « Ma crinière fait-elle bon effet ?» demanda le lion en se mettant en route. « Je l'ai fait friser pour l'occasion. » Jane regarda la crinière, qui avait été enduite de brillantine et peignée de façon à former des anglaises. « Elle est très belle, » dit Jane. « Mais comment se fait-il que vous, un lion, vous vous préoccupiez de ce genre de choses ? Je croyais que les lions... » « Ma chère demoiselle, le lion, comme vous savez, est le roi des animaux. Noblesse oblige. À mon avis, un lion doit avoir grand air, où qu'il se trouve. Par ici, je vous prie. » D'un geste gracieux de la patte, il indiqua l'entrée du pavillon des grands fauves. Il fit passer sa cavalière devant lui, et puis entra lui-même. Jane et Michael eurent le souffle coupé en apercevant la foule d'animaux qui se pressaient au milieu du pavillon. Certains s'accoudaient aux barres qui les séparaient des cages, d'autres se tenaient debout sur les sièges en gradin de l'autre côté. Il y avait là des panthères, des léopards, des loups, des tigres, des antilopes, des singes, des kangourous, des gazelles, des girafes et un groupe énorme composé d'aigles et de vautours. « Quelle assemblée !» dit fièrement le lion. « On se croirait au bon vieux temps de la jungle. Venez, il faut que nous soyons bien placés. » Il se fraya un chemin à travers la foule, en criant « Place, place !» et tout en traînant Jane et Michael derrière lui. Bientôt, ils arrivèrent en vue des cages. Michael en resta bouche bée. « Mais elles sont pleines d'hommes !» Elles l'étaient. Dans une cage, deux messieurs d'un certain âge, en chapeau haut de forme et pantalon rayés, marchaient de long en large et jetaient des coups d'œil impatients à travers le grillage. Des enfants, de toutes les tailles, même des bébés, grouillaient dans la cage suivante. Les animaux les considéraient avec beaucoup d'intérêt, et certains même essayaient de les faire rire en introduisant leurs pattes ou leur queue entre les barreaux.
Une girafe passa sa tête par-dessus les autres animaux et se laissa chatouiller les naseaux par un petit garçon en costume marin. Dans une troisième cage, on voyait 3 vieilles dames, en imperméable et en snow boots. L'une d'elles tricotait. Les 2 autres se tenaient près du grillage, injuriaient les animaux et essayaient de les atteindre avec leur parapluie. « Sale bête, allez-vous-en! Montez, je veux monter !» hurla la plus féroce. « Comme elle est drôle !» s'écrièrent les animaux en éclatant de rire. « Jane, regarde !» dit Michael en montrant la dernière cage. « C'est l'amiral !»« L'amiral Boom !» acheva Jane tout étonnée. C'était bien l'amiral Boom, qui se démenait dans sa cage, toussait, se mouchait et étranglait de colère. « Nom d'un tonnerre, carguez les voiles, à tribord toutes !»« Nom d'un tonnerre !» rugissait l'amiral. Chaque fois qu'il passait près du grillage, un tigre le taquinait avec sa canne, ce qui mettait l'amiral dans une colère froide. « Mais comment sont-ils venus là ?» demanda Jane. « Ils se sont perdus, » dit le lion, « ou plutôt attardés. Ce sont les gens qui étaient encore dans le zoo à l'heure de la fermeture. Il faut bien les mettre quelque part. Alors on les enferme ici. Celui-là, ajouta-t-il en désignant l'amiral, est dangereux. Ne vous approchez pas de lui. Tout à l'heure, il a failli tuer son gardien. » Plusieurs grosses voix crièrent à ce moment. « Laissez passer, laissez passer !»« C'est le repas, » dit le lion très intéressé, en se mettant au premier rang. « Voici les gardiens. » 4 ours bruns, en casquette, poussaient des wagonnets pleins de nourriture dans le couloir qui séparait les cages du public. « Laissez passer, s'il vous plaît !» répétait-il chaque fois qu'un animal les gênait. Puis, ils ouvraient la petite grille des cages et y introduisaient la nourriture, à l'aide de longues fourches. Jane et Michael voyaient tout ce qui se passait, grâce à un intervalle entre la tête d'une panthère et celle d'un rhinocéros. Les bébés saisissaient dans leurs menottes des bouteilles de lait. Les autres enfants arrachaient aux fourches des biscuits de Savoie et des beignets pleins de confiture, qu'ils dévoraient comme des affamés. Les vieilles dames eurent droit à des tartines de beurre et à des petits pains complets, et les messieurs, en haut de forme, à des côtelettes d'agneau et à des pots de crème. Dès qu'ils eurent reçu leur ration, les messieurs se retirèrent dans un coin, étendirent leurs mouchoirs sur leurs pantalons rayés et se mirent à manger. Lorsque les gardiens arrivèrent au bout de la rangée, des cris terribles retentirent. « 1000 tornades! Vous appelez ça un repas? Un petit bout de bœuf et 3 feuilles de chou? Pas de pudding? C'est scandaleux! À bâbord toutes! Et mon porto, je vous dis! Larguez la mare! Oh là, de la cambuse, le porto de l'amiral! » « Écoutez-le, il pique sa crise. Je vous avais bien dit qu'il était dangereux, » remarqua le lion. Jane et Michael avaient reconnu l'amiral Boom à son style. Bientôt, le vacarme diminua et le lion dit aux enfants. « Je crois que c'est fini. Si vous voulez bien m'excuser, il faut que je me sauve. Nous nous reverrons à la grande chaîne, j'espère. Je vous y chercherai. » Les ayant reconduits jusqu'à la porte, il prit congé d'eux et s'éloigna, sous sa crinière d'or qui ondulait au clair de lune. « S'il vous plaît » appela Jane, mais il n'entendait plus. « Je voulais lui demander si ces pauvres gens sortiraient un jour, » dit Jane. « Ça aurait aussi bien pu être John et Barbara, ou l'un de nous. » Elle se tourna vers Michael, mais il n'était plus là. Elle le retrouva au beau milieu d'un sentier, occupé à discuter avec un pingouin qui tenait un cahier sous l'aile droite et sous l'aile gauche un énorme crayon dont il mordillait le bout d'un air pensif. Michael, en réponse à une question que le pingouin lui avait posée, répondit au moment où Jane approchait « Pas la moindre idée. » Le pingouin se tourna vers elle. « Vous en auriez peut-être une, vous ?» demanda-t-il. « Je cherche une rib pour Marie. J'avais bien pensé à Mary, mais c'est banal,
et il faut bien se montrer un peu original. Ne me dites pas otarie, j'y ai pensé, mais elle ne ressemble pas du tout à une otarie. Michael proposa. Contrarie, ça ne va pas? Pas assez poétique, dit le pingouin. Je vous en prie, suggéra Jane. Le pingouin hésita. Ce n'est pas très original non plus. Voyez-vous, je voulais composer un poème pour l'anniversaire. J'avais déjà le premier vers, qui est très beau. Ô Marie, ô Marie, ô Marie, ô Marie. Mais plus loin je cale, c'est fort ennuyeux, de la part d'un pingouin, tout le monde attend quelque chose de très savant, et je n'ai pas envie de décevoir le public. Ne me retenez pas, il faut que je cherche encore. Là-dessus, il s'éloigna, mordillant toujours son crayon et courbé sur son cahier. Je n'y comprends plus rien, dit Jane. De quel anniversaire s'agit-il? Eh bien, dépêchez-vous, vous deux, dit une voix derrière les enfants. Je suppose que vous avez l'intention d'aller présenter vos respects, puisque c'est l'anniversaire. En se retournant, ils aperçurent l'ours brun, qui leur avait donné leur billet à l'entrée. Mais bien sûr, dit Jane par prudence, sans du tout savoir à qui les respects devaient être présentés. L'ours brun mit un bras autour des épaules de Jane, l'autre autour de celle de Michael, et les conduisit le long du sentier. Il sentait sa fourrure chaude et douce contre leurs joues, et entendait sa voix puissante résonner dans son ventre. « Nous arrivons, dit l'ours brun en s'arrêtant devant un petit pavillon dont les fenêtres étaient éclairées si brillamment que si l'on n'avait pas vu la lune, on aurait cru que c'était le soleil qui luisait. L'ours ouvrit la porte et fit entrer les enfants. Tout d'abord, la lumière les aveugla, mais dès que leurs yeux se furent habitués, ils virent qu'ils étaient dans le pavillon des reptiles. Toutes les cages étaient ouvertes, et les serpents sortis. Certains somnolaient, enroulés paresseusement dans un coin. D'autres glissaient en liberté sur le sol. Et au beau milieu des serpents, sur une souche de bois, qui avait été visiblement empruntée à l'une des cages, trônait Mary Poppins. Jane et Michael n'en croyaient pas leurs yeux. « Deux invités qui désirent présenter leurs vœux à mademoiselle, » dit respectueusement l'ours brun. Les serpents tournèrent la tête d'un air interrogateur vers les enfants. Mary Poppins ne bougea pas, mais parla. « Où avez-vous mis votre manteau ?» demanda-t-elle à Michael d'un ton courroucé qui ne trahissait pas la moindre surprise. « Et vous, Jane? Votre chapeau et votre gant, où sont-ils » Il n'avait pas encore eu le temps de répondre qu'une vive émotion se répandit dans le pavillon des reptiles. Avec un léger sifflement, les serpents se dressaient sur leur queue, puis s'inclinaient profondément. L'ours brun enleva sa casquette, et lentement, Mary Poppins elle-même se leva. « Mon enfant, ma chère enfant » dit une petite voix sifflante. Et alors, de la cage la plus vaste, avec de longs mouvements serpentins, sortit un cobra. Dans une courbe gracieuse, il se dirigea vers Mary Poppins, en passant devant les serpents et l'ours brun, respectueusement inclinés. Arrivé à destination, il redressa son long corps mordoré, et pointant son capuchon luminescent, il embrassa délicieusement Mary Poppins sur les deux joues. « Et voilà » siffla-t-il mélodieusement. « Quel plaisir, quel rare plaisir, ma chère, de voir votre anniversaire tomber un jour de pleine lune. Mes amis, prenez place, ajouta-t-il en se tournant vers les autres serpents qui, à ces mots, s'enroulèrent de nouveau sur eux-mêmes sans cesser de contempler le cobra et Mary Poppins. Le cobra se tourna alors vers Jane et Michael, qui notèrent, avec un petit frisson, que la tête du reptile était plus petite et plus pointue qu'ils ne l'auraient cru. Cependant, ils firent un pas vers lui, car ses yeux étranges et profonds les attiraient. C'étaient de longs yeux étroits,
tout somnolents, et au milieu de leur somnolence veillait la lueur d'un joyau. « Et ceux-ci, quels sont-ils » demanda-t-il de sa voix douce et effrayante, en regardant les enfants d'un air interrogateur. « Mademoiselle Jane Banks et le jeune Michael Banks, dévoués à vos ordres, » marmonna timidement l'ours brun. « Ce sont des amis de mademoiselle. » « En ce cas, ils sont les bienvenus. Je vous en prie, prenez des sièges. » Jane et Michael, à qui le cobra, bien plus que le lion, donnait l'impression d'une présence royale, arrachèrent avec difficulté leurs yeux à son regard seigneurial et cherchèrent des sièges autour d'eux. L'ours brun leur en fournit 2 en s'asseyant par terre lui-même et en leur proposant ses genoux moelleux. Jane chuchota. « Il parle comme un grand personnage. »« C'en est un, » répondit l'ours à voix basse. « C'est notre maître à tous, le plus sage et le plus terrible d'entre nous. » Le cobra sourit, d'un long sourire mystérieux, et se tourna vers Mary Poppins. « Cousine » commença-t-il de sa voix sifflante. « Elle est vraiment sa cousine » demanda Michael. « Sa cousine au second degré par les femmes, » répondit l'ours en se cachant la bouche avec sa patte. « Maintenant écoutez, il va lui donner son cadeau d'anniversaire. »« Cousine, » reprit le cobra, « il y a bien longtemps que votre anniversaire n'est tombé un jour de pleine lune et que nous n'avons pas été à même de le fêter comme aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai eu le temps de réfléchir mûrement à la question de votre cadeau et j'ai décidé... » Ici il fit une pause et tous les serpents retinrent leur souffle. « Que je ne pourrais faire mieux que de vous donner une de mes propres peaux. »« En vérité, cousin, vous êtes trop bon, » protesta Mary Poppins, mais d'un geste, le cobra réclama le silence. « Nullement, ma chère. Vous savez que je change de peau de temps en temps, et une fois de plus ou de moins ne m'incommode pas. Ne suis-je pas... » Nouvelle pause. Le cobra regarda autour de lui. « Le seigneur de la jungle » sifflèrent tous les serpents en chœur, comme si cette question et cette réponse étaient rituelles. D'une inclinaison de tête, le cobra les remercia. « Ainsi donc, dit-il, ce qui me semble bon vous semblera bon aussi. C'est un tout petit cadeau, ma chère Marie, mais vous pourrez vous en faire une ceinture, une paire de souliers, ou peut-être même un sac. Ces choses-là, ça sert toujours, vous savez. » Alors, il commença à se balancer doucement de côté et d'autre, et Jane et Michael crurent voir de petites vagues parcourir son corps, depuis la queue jusqu'à la tête. Tout à coup, il fit un bond tourbillonnant en forme de tire-bouchon, et sa peau d'or retomba sur le sol, tandis qu'il apparaissait dans une éblouissante tenue d'argent. Mary Poppins se pencha pour ramasser la peau. « Un instant, » dit le cobra, « je veux vous la dédicacer. » Il y griffonna quelque chose du bout de la queue, roula le fourreau d'or en forme de cercle, se le passa autour du cou et s'inclina gracieusement devant Mary Poppins, qui accepta le cadeau en esquissant une révérence. « Je ne sais comment vous remercier, » murmura-t-elle. Visiblement, elle était très contente de son cadeau, car elle ne cessait de tâter la peau avec ses doigts et de la regarder d'un air d'admiration. « Pas de remerciement, » dit le cobra. « Silence !» ajouta-t-il en tendant le capuchon comme si cet appendice lui servait d'oreille. « N'entends-je point le signal pour la grande chaîne ?» Chacun écouta. Une cloche sonnait quelque part, et une voix basse approchait en tonitruant. « Grande chaîne, tout le monde en place pour la grande chaîne et le final. » « C'est bien ce que je pensais, » dit le cobra avec un sourire. « Ma chère, il est temps de partir.
on doit attendre que vous ouvriez le bal. Adieu, ma cousine, et jusqu'à la prochaine. » Il pointa de nouveau la tête et baisa légèrement Mary Poppins sur les 2 joues. « Dépêchez-vous, » dit le cobra. « Je prendrai soin de vos jeunes amis. » Jane et Michael se levèrent. L'ours brun en fit autant. Tous les serpents défilèrent devant eux pour sortir du pavillon des reptiles. Mary Poppins fit une révérence au cobra, d'un air très solennel, et sortit en courant, sans même regarder les enfants. Elle prit la direction de la grande pelouse carrée au milieu du zoo. « Vous pouvez disposer, » dit le cobra à l'ours brun, qui, avec un profond salut, courut la casquette à la main rejoindre les autres animaux qui se massaient autour de Mary Poppins. « Voulez-vous venir avec moi ?» dit le cobra avec bienveillance à Jane et à Michael. Sans attendre de réponse, il se glissa entre eux, et d'un mouvement de son capuchon, il leur indiqua qu'ils devaient marcher à ses côtés. « Cela commence, » siffla-t-il d'un air ravi. Des grands cris, en provenance de la pelouse, apprirent aux enfants qu'il s'agissait de la grande chaîne. Ils entendaient les animaux chanter et crier, et bientôt, ils purent voir les léopards, les lions, les castors, les chameaux, les ours, les flamants roses, les antilopes et beaucoup d'autres se former en cercle autour de Mary Poppins. Puis, les animaux commencèrent à danser, à hurler les chants sauvages de la jungle, à sortir du grand rond et à y rentrer, les pattes et les ailes enlacées comme la grande chaîne du quadrille des lanciers. Une petite voix flûtée s'éleva au-dessus du vacarme. Elle chantait. « Ô Marie, ô Marie, ô Marie, ô Marie, tu es notre chérie, ô Marie. » C'était le pingouin qui approchait en dansant, en agitant ses courtes ailes et en chantant de toutes ses forces. Il aperçut les enfants, salua le cobra et annonça. « Je l'ai trouvé, ma rime. Vous avez entendu? Ce n'est pas très brillant, mais le sens y est. » Puis, il s'éloigna au bras d'un léopard. Jane et Michael regardaient la danse. Le cobra silencieux ne bougeait pas. Comme le lion passait devant eux, en se penchant vers une faisane du Brésil, pattes dessus, ailes dessous, Jane essaya d'exprimer sa stupéfaction. « Je pensais, monseigneur, » commença-t-elle, et elle s'arrêta confuse, hésitant à continuer. « Parlez, mon enfant, » dit le cobra. « Que pensiez-vous ? » « Eh bien, que les lions et les oiseaux, les tigres et les petits animaux... » Le cobra vint à son secours. « Vous pensiez qu'ils étaient ennemis naturels, que le lion ne pouvait rencontrer un oiseau sans penser à le dévorer, ni le tigre ni le lièvre. Est-ce cela ?» Jane rougit et fit signe que oui. « Vous n'avez peut-être pas tort, peut-être, » dit le cobra. « Mais le jour de l'anniversaire, il en va autrement. Ce soir, les petits ne craignent plus les grands qui les protègent. Même moi, » il chercha un exemple significatif, « je pourrais, en cette occasion, rencontrer une outarde sans penser tout de suite à mon dîner. Et après tout, » il fit claquer sa petite langue fourchue. « Manger et être mangé ne sont peut-être qu'une seule et même chose. Ma sagesse me dit qu'il en est probablement ainsi. Vous qui êtes de la ville, et nous qui sommes de la jungle, nous sommes faits de la même étoffe. L'arbre qui nous ombrage, la pierre à nos pieds, l'oiseau, la bête, l'étoile, nous sommes tous faits de la même substance, nous voguons tous vers la même fin. Pensez-y, mon enfant, lorsque vous m'aurez oublié. » « Mais comment un arbre peut-il être en pierre ?» demanda Michael, qui n'avait pas l'intention de s'en laisser compter.
Je ne suis pas un oiseau. Jane n'est pas un tigre. En êtes-vous bien sûr? Siffla le cobra. Regardez. De la tête, il indiquait le tourbillon vivant. Les oiseaux et les animaux étaient inextricablement mêlés, et ils encerclaient étroitement Mary Poppins, qui se balançait de droite et de gauche. La foule entière imitait son mouvement, avec la précision d'un pendule. Les arbres eux-mêmes se penchaient et se relevaient, et la lune, au ciel, ressemblait à un navire bercé par les vagues. Vêtu de poils, vêtu de plumes, et toi les pierres, nous sommes tous un, murmura le cobra en oscillant légèrement lui aussi. Le sifflement décrut, les cris des oiseaux s'affaiblirent, disparurent. Jane et Michael se sentirent eux aussi doucement balancés. Une lumière atténuée effleura leur visage. « Ils dorment et ils rêvent » murmura une voix lointaine. Était-ce celle du cobra ou celle de leur mère qui avait l'habitude de faire une ronde la nuit dans la chambre d'enfants et de border Jane et Michael dans leur lit? « C'est parfait » dit une grosse voix. Celle de l'ours ou celle de Monsieur Banks? Jane et Michael, toujours bercés, toujours balancés, ne savaient plus. « J'ai fait un drôle de rêve la nuit passée » dit Jane en sucrant son porridge le lendemain au petit déjeuner. J'ai rêvé que nous étions au zoo et que c'était l'anniversaire de Mary Poppins. Dans les cages, au lieu d'animaux, il y avait des hommes et tous les animaux étaient en liberté. « C'est le rêve que j'ai fait aussi » dit Michael tout surpris. « Nous ne pouvons pas avoir rêvé la même chose tous les deux » dit Jane. « Tu en es bien sûre? Tu te rappelles le lion qui s'était fait friser la crinière et le phoque qui voulait que nous plongions pour aller chercher une pelure d'orange, dit Michael. Bien sûr, et les bébés dans la cage, et le pingouin qui ne trouvait pas sa rime, et le cobra. Alors, déclara Jane, ce n'était pas un rêve, c'était pour de vrai. Et dans ce cas... Elle regarda avec curiosité Mary Poppins, occupée à faire bouillir le lait. Mary Poppins, dit-elle, est-ce que Michael et moi aurions pu faire le même rêve? Vous et vos rêves, dit Mary Poppins avec un reniflement. Mangez votre porridge, je vous prie, sinon vous n'aurez pas de toast beurré. Mais Jane voulut savoir. Mary Poppins, demanda-t-elle, en l'hypnotisant des yeux. Vous êtes allée au zoo cette nuit? Mary Poppins en resta bouche bée. Au zoo? Moi au zoo, la nuit, moi, une personne rangée, ordonnée, qui est de la jugeote. Oui, dit Jane, mais vous y étiez. Certainement pas, fit Mary Poppins. En voilà une idée. Finissez-moi votre porridge et gardez vos sottises pour vous. Jane se versa du lait. Alors, dit-elle, c'était sûrement un rêve. Mais Michael, la bouche ouverte, regardait fixement Mary Poppins qui faisait griller des toasts. Jane, chuchota Michael. Jane, regarde. Il tendit le doigt et Jane, elle aussi, vit. Autour de la taille, Mary Poppins portait une ceinture de peau de serpent, aux écailles dorées et avec une inscription tracée d'une écriture serpentine. Souvenir du zoo.